Et bonjour tout le monde, nous voici pour le dernier de lecture du mois d'août. Donc pour finir ce mois, enfin de manière générale, je finis le mois d'août à 48 lectures. Chose complètement énormissime, je n'avais prévu que 15 à la base. Et puis au final, le rythme de lecture était bon, j'avais du temps pour moi, donc j'ai pu lire comme je voulais. Et du coup, dans cette update lecture, j'ai 25 livres à vous présenter. Beaucoup de livres sont de ma palle, des livres que j'ai reçus ce mois-ci et que j'ai lus directement une fois que je les ai reçus. Et d'autres sont beaucoup d'emprunts aussi. Il y a eu pas mal de graphiques, bien que très peu m'ont laissé vraiment une marque. Donc on va commencer, là en fait je vais totalement suivre mon reading tracker. Du coup j'ai commencé le 15 août avec la BD Watership Down, qui est juste ici, une BD fantaisie animalière avec des lapins, vraiment magnifique, sublime. Très touchante, poignante, énormément de sentiments nous ont traversés pendant la lecture. Je dis nous parce que mon mari l'a lu aussi, et lui qui a un petit cœur un petit peu plus sensible que moi, m'a dit mais pourquoi tu m'as dit de lire ça, c'était un peu triste et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez sombres, mais c'était extrêmement bien ficelé, extrêmement bien écrit et extrêmement bien illustré. Il faut savoir qu'à la base c'est un roman, qui me faisait de l'œil depuis un certain moment, mais je pense que la BD est mieux pour découvrir cette œuvre, selon moi, parce que je pense que dans le roman, il y aurait eu beaucoup de longueur, parce que c'est quand même un voyage, donc il y a pas énormément d'action, beaucoup de déplacements, de réflexions, d'intrigues politiques, on va dire, au sein même de cette bande de lapins. Donc voilà, vraiment une très belle BD. Je pense que si j'ai l'occasion de me l'offrir moi-même pour l'avoir dans ma collection, je le ferai parce que c'est un magnifique objet livre et un très bon moyen de découvrir cette histoire si vous n'avez pas envie de passer par le roman. Ensuite, j'ai lu d'autres BD, du coup, j'ai lu le tome 1 et 2 de Les Détectives du Surnaturel. J'avais très envie de me relancer dans des BD, mais en fait, j'étais surtout très impatiente de recevoir toutes les suites qui m'attendent d'ici septembre, octobre, voire même novembre, parce que depuis Watership Down, j'ai pas trouvé d'autre intérêt à d'autres BD. Du coup, en fait, j'ai fait vraiment une grosse razzia à la bibliothèque de plein de BD comme ça qui me popaient à l'œil. Seulement les détectives du surnaturel, c'est en 4 tomes, j'en ai lu que 2 parce que ça m'a pas super convaincue, donc j'ai arrêté, voilà. Pareil pour la série Surnaturel, j'ai lu le tome 1 et 2, ça aussi je crois que c'était en 3 ou 4 tomes, et là aussi ça m'a vraiment pas plus que, ça ne m'a vraiment pas plus plu que ça. Donc ça m'a pas laissé de grands souvenirs. J'ai bien aimé cependant Bleak, le tome 1 et 2, donc c'est 2 recueils BD de 3 histoires différentes qui étaient plutôt pas mal. J'ai pas trop compris ce que Squeezie venait faire là-dedans, parce que sur les BD c'est marqué Squeezie présente, donc je sais pas quel rôle il a tenu dans ces BD, mais je trouvais ça pas mal d'avoir 3 petites histoires au sein même d'une BD horrifique. C'est plutôt pas mal pour l'ambiance d'Halloween là pour l'instant. Pour le coup là j'étais vraiment dedans. C'est pas de la grande BD, c'est juste voilà des petites histoires horrifiques comme ça. Mais c'était pas mal, j'étais bien dedans. Ensuite, dernière BD qui m'a pas non plus super plu, c'est Les Porteurs d'Artefacts. J'ai pas du tout accroché à notre héroïne. J'ai pas trouvé l'histoire trop crédible non plus. Voilà, j'ai pas accroché. J'ai pas du tout accroché. En plus, c'est en 2 tomes, donc j'avais bon espoir quand même de lire le 2e tome. Mais voilà, ça m'avait vraiment perdu. Et puis surtout, le personnage principal ne m'a pas du tout plu. Je l'ai trouvé vraiment insupportable. Donc voilà, ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Ensuite, après toutes ces BD, du coup, j'ai lu quasi que des romans, dont le prochain que j'ai lu, du coup, le 18 août.
Valombre Academy, écoutez, il m'a vachement plu, de Meredith June, une autrice du coup auto-éditée. Elle va sortir le 2e tome le 31 octobre, donc là fin septembre je me précommanderai. Et il y a pas plus tard que 3 jours, je me suis commandé toute sa trilogie Mira Foster. Parce que j'ai complètement accroché à sa plume. C'est une histoire du coup qui pourrait ressembler à Kingwood Academy. Donc Valombre Academy, une humaine qui traverse un portail qu'elle n'est pas du tout censée pouvoir traverser, tombe dans les pattes du coup du conseil de l'école, on arrive directement dans le vif du sujet, et puis de fil en aiguille, elle va devoir faire ses preuves dans cette école, voir comment ça se fait qu'elle a réussi à traverser ce portail, et elle va se voir confier à un mentor vraiment très désagréable, mais pas tant que ça au final. Vous connaissez la trope de Enemies to Lovers, proximité forcée, dans un univers magique où il y a des guerres entre différentes sortes de magie, les magies élémentaires et les magies portées par la voix, donc une sorte de télépathie plus, une sorte de pouvoir faire ce qu'on veut de tout le monde, rien que par la volonté de la voix. Et on est au milieu de tout ça, Asa se situe au milieu de tout ça, elle découvre un peu tout parce qu'elle pensait forcément qu'elle était humaine. Et franchement, c'était vraiment très très plaisant. Ça s'est lu, mais super rapidement. Il fait 372 pages. J'ai vraiment super hâte. On a une petite carte de l'univers, du coup, avec l'académie, avec la cité, le territoire du souffle noir, l'arbre de nuit, plein de choses. Et du coup, j'ai vraiment super hâte de lire le tome 2 parce que du coup, là, le tome 2, j'ai eu un petit aperçu, on aura le point de vue de 2 personnages. Ce qui est vraiment super enrichissant parce que ça nous dédoublera le plaisir de plonger dans cette histoire qui sera normalement une trilogie. Donc, j'ai vraiment super hâte de continuer cette histoire. Les personnages étaient vachement attachants. J'ai trouvé que l'évolution d'Asa était vraiment plaisante à suivre. Elle n'était pas chiante, elle n'était pas non plus super sûre d'elle, elle n'était pas non plus complètement apitoyée sur elle. Elle était vraiment équilibrée, je trouve, comme personnage. Et puis, il y a surtout son acolyte, son mentor, qui va vraiment faire un boulot plutôt cool. Ce petit Soren qui est lui aussi très plaisant à suivre, et surtout cette petite relation pour l'instant, on va voir ce que ça donne, mais c'était vraiment très plaisant à suivre. Et puis l'univers de la magie élémentaire, d'une académie, l'ambiance Dark Academia était vraiment top à suivre, donc je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai lu un petit jeunesse qui était plutôt pas mal. Il s'agit de Gemma et les cristaux magiques, donc l'appel de Forestia. C'était un petit jeunesse qui me faisait envie, c'est très mignon. Pourquoi pas me prendre la suite? Mais bon, c'est vraiment pas dans mes urgences livresques. Mais voilà, c'est assez sympa. On va suivre Gemma, qui est la princesse de tout un royaume. Et avec 2 acolytes, elles vont partir sauver quelqu'un qui est dans le besoin dans le royaume de Forestia. C'est des premiers romans. Je pense que franchement c'est accessible à partir de, je dirais, 8-9 ans. Et encore, j'en connais 8-9 ans qui lisent plus que ça, mais 6-7 ans tout seul c'est un peu beaucoup. Mais voilà, à partir de 7-8 ans, 8-9 ans, c'est plutôt pas mal en lecture solo parce que c'est pas très long, il fait 80 pages, c'est un peu comme la collection Moustique chez Fleurus, qui font à peu près 91 pages au maximum, mais c'est un mélange de BD romans. Là c'est que de l'écriture, il n'y a pas tant d'illustrations que ça pour alléger un peu le tout, mais c'est une histoire qui est quand même très simple, avec des dialogues simples, et une imagination assez simple aussi, donc tout à fait abordable pour nos petits jeunes. Ensuite, on change d'ambiance. J'ai lu Cold Case Academy, qui était une très grande surprise. Ça m'a beaucoup plu d'être dans la tête d'une apprentie profileuse. J'ai vraiment beaucoup aimé, avec tous les côtés qu'on aime dans un thriller, mais aussi tout le côté young adulte, avec le fait que ce sont des ados qui ont des histoires d'ados, et puis un développement d'ados. Et donc, de ce que j'ai vu en VO, il y a déjà
pas mal de tomes déjà en VO. Et donc du coup, le deuxième tome va sortir là, à la rentrée. Donc j'ai très hâte de continuer cette histoire. Là aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Cassie. J'ai beaucoup aimé la façon dont on utilise cette Cold Case Academy, la façon dont on la présente. Bien que j'ai quand même pas trop aimé ce côté de on vous forme pour, mais on ne vous met pas sur le terrain. J'ai trouvé ça très frustrant du coup, parce qu'on n'avait pas vraiment l'occasion de voir leurs dons sur le terrain, quoi. Mais au-delà de ça, on a quand même une très bonne histoire. Et je pense que tout ça, ce sera étoffé dans les prochains tomes, parce que là, c'était vraiment que le début. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur des petits romans de combien de pages? 285 pages. Donc franchement, ça se lit très très vite, très facilement, et on se plonge vraiment dedans avec grand plaisir. Ensuite, j'ai lu Oli et l'école des Kidragons, le tome 4. Ça fait partie aussi de mes petites lectures chouchou que je suis pour conseiller mes petits jeunes à la bibliothèque. Donc là, on est sur le 4e tome, on a une nouvelle aventure de Oli. Il y a les parents qui viennent faire la surprise aux enfants de venir les voir dans l'école, voir leur évolution, un peu comme la kermesse de fin d'année, si vous voulez. Et pendant cette fête-là, il va se passer des petites choses pas très sympas avec les dragons. Donc voilà, ça va tourner sur cette petite enquête de qu'est-ce qui se passe avec les dragons, pourquoi, qu'est-ce qui se passe de manière générale. Bref, voilà, c'est des premières lectures aussi, là aussi à partir de 6-7 ans. Par contre, c'est tout à fait abordable, parce que c'est des romans très très courts. Ils font 60 pages, je crois, avec beaucoup d'illustrations, une très grosse mise en page, donc c'est vraiment très très accessible. Et j'aime bien cette petite histoire, voilà. J'avais commencé à m'acheter la série GH. Je sais plus où ils sont. J'avais commencé à m'acheter la série, puis après, au bout du 4e, j'ai dit bon... je vais m'arrêter là, je m'arrête au 3e, puis les autres, je les lirai au fur et à mesure qu'on les a au boulot, parce que j'avais pas grand intérêt de, moi, avoir toute la série à la maison, parce que c'est quand même des lectures très très rapides. Mais par contre, pour les petits jeunes, c'est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai lu, alors là du coup, bon, j'ai pas mis dans le bon ordre, j'ai lu Les Licorniers, le tome 2, donc le deuxième tome d'une histoire en 4 tomes, de Victor Dixon et Annabelle Rossi. C'est une histoire de licorne que j'aime beaucoup parce qu'on n'est pas dans la licorne jolie, pétillante, qui pète des paillettes, qui mange des arcs-en-ciel. Là, non, on est vraiment dans de la, je dirais presque de l'heroic fantasy parce qu'il y a quand même un gros côté moyenâgeux. J'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome, c'est une histoire qui me plaît beaucoup, donc j'ai super hâte de lire la suite. Voilà, on a vraiment c'est des histoires d'héroïnes, enfin de licornes badass. Et en fait, pour la petite histoire, on va avoir Viviane, la Dame du Lac, qui va essayer de recruter 4 jeunes enfants, qui seront les 4 prochains licorniers. Donc là, on a le premier tome est sur le première licorne et la première licornière. Le deuxième tome sur Cœur Flambant, la deuxième licorne et son deuxième licornier, et puis etc. pour le tome 3 et 4. Et donc, on va ici découvrir un petit peu plus les complots qui se trament entre notre monde et le monde des licornes. Je sais plus comment s'appelle le monde. Je sais plus. Ah, Fatidi, voilà, c'est ça, c'est le monde de Fatidi. Où, ça c'est quand même un petit peu spécial, mais en fait, le monde de Fatidi est régi par les fuseaux horaires, donc c'est-à-dire que dans le cercle de midi, c'est juste là, c'est là où il fait le plus chaud, puis après vous avez le cercle de 11h, le cercle de 10h, etc. Et puis jusqu'à minuit. Donc c'est quand même bien expliqué, je trouve. Heureusement qu'on a vraiment toutes les explications ici. Et en fait, d'après ce qu'ils disent, il existerait un 8e jour, où c'est durant ce 8e jour que la faille entre les deux mondes est le plus faible et où l'on peut traverser. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle BD aussi au niveau des graphismes. C'est vraiment très très sympa, je trouve. Voilà, vraiment très contente d'avoir continué cette histoire. Je sais pas s'il y a déjà des pistes pour le tome 3 et 4, mais bon, ça fait déjà 1 an je crois le tome 1, donc je pense qu'il faudra attendre 1 an. Mais voilà, ça sera bien en 4 tomes, donc si vous aimez les licornes, mais pas forcément les licornes comme on se l'imagine dans
les croyances basiques, je pense que ça pourrait vous plaire, parce que si vous aimez un petit peu les Seigneurs des Anneaux, mais aussi les histoires d'écoles un petit peu bizarres, avec voilà, plein de choses, je pense que ça peut vous plaire. Ensuite, après Les Licorniers, j'ai lu Le Crime Parfait de Peter James. C'est un tout petit livre, je crois qu'il fait 93 pages, 92 pages, un truc comme ça, qui était plutôt sympa. Je l'ai lu dans la voiture en vacances. Donc, on va suivre un couple qui ne peut plus se blairer, mais qui, au lieu de se séparer purement et simplement, comme la plupart des gens, vont essayer de se tuer. Donc, chacun va imaginer comment tuer l'autre. Chacun va voir ailleurs. Et puis, au fil de l'histoire, on va voir comment et qui va réussir à tuer l'autre le premier. C'est vraiment très très sympa. J'avais vu ça sur le compte de Elodie Champy, l'autrice de thriller auto-édité que j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment un tout petit livre qui pourrait vous faire passer un très bon moment entre deux bouquins ou vraiment en salle d'attente, quoi, parce que ça se lit vraiment très très facilement. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai lu Mon chouchou. J'ai lu le dernier de Alexis Lepsker, du coup, À couper le souffle, qui m'a vraiment beaucoup plu. Je pense que maintenant, mon top Alexis Lepsker, ça ferait Le Mangeur d'âme. Ensuite, ça ferait À couper le souffle, Hurlement d'entre les morts et Les poupées. Voilà. J'ai vraiment encore énormément aimé cet opus-là, étant donné que là, on est vraiment, vraiment pressé par le temps avec ce chrono, ce compte à rebours qui tourne tout le temps. Je veux dire, à chaque chapitre, on a le chrono qui tourne, les heures qui défilent, et puis le commissaire aventurier qui pète complètement un câble, forcément, parce qu'il est... Sa fille est enlevée, il reste que 18 heures il lui reste que 18 heures à vivre, et pour l'instant, le meurtrier a déjà fait deux victimes, et à chaque fois, les policiers sont arrivés, peut-être, je crois, 3 minutes après la mort des gens, et du coup, c'est encore plus pressant, parce que on n'a pas envie que ça arrive à la fille de Venturi. Donc voilà, c'est vraiment encore un très très bon opus, très très bien écrit toujours. Apparemment, il y aurait peut-être un tome 5, j'espère en tout cas qu'il ne s'arrêtera pas d'écrire parce que sa plume est excellente, elle est super haletante, vraiment il n'y a pas de tergiversation. Enfin, on passe pas par quatre chemins, quoi, donc on sent vraiment ce compte à rebours, on se sent dans la tête de Venturi, on ressent tout ce qu'il sent, et du coup c'est vraiment à couper le souffle. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment à couper le souffle. Et on ne s'arrête plus. Et c'est très compliqué de le déposer et de faire des pauses entre, parce que la vie oblige. Mais c'est vrai que si vous avez... il fait quand même 3 heures. Si vous avez 4 heures devant vous, vous savez que vous pouvez lire non-stop, allez-y, quoi. Vous rendrez même pas compte des heures qui défilent. Ensuite, après À couper le souffle, j'ai lu, alors c'est une grande surprise parce qu'à la base, en vacances, j'avais prévu de lire 3 livres et sur les 3, j'en ai lu qu'un, les autres ne m'ont pas plu. Et puis juste avant, vraiment, on a pris la voiture pour partir en vacances, on s'est dit, j'ai dit à mon mari, je dis arrête-toi parce qu'il faut que je récupère un colis, sinon quand on rentre, ça sera trop tard. Et c'était pour récupérer Satan était un ange de Karine Jebel. Et donc du coup, le livre reste dans la voiture le premier jour de vacances. Moi, j'essaye mes autres livres et je vois que ça marche pas. Je dis bon, tant pis. Et puis, je crois que c'est le jeudi matin. On avait 1 heure de route pour aller voir des grottes. Et j'ai dit bon, vu que j'ai plus rien à lire maintenant, je vais prendre celui que j'ai dans la voiture. J'avais très peu d'espoir pour ce bouquin, quand même, très peu d'espoir, parce que le résumé et le début du roman faisaient que, en fait... il va pas se passer grand chose, quoi. On va juste suivre 2 mecs qui, à non savoir pourquoi, vont peut-être mourir, et puis on va juste suivre leurs aventures en voiture sans forcément qu'il y ait de véritable côté thriller, de trucs vraiment à suspense et tout, quoi. Je me suis pas plantée, c'est vraiment ça. Mais la plume de Karine Jebel et son imagination fait que on peut que s'accrocher à nos 2 personnages. Vraiment, c'est pas du tout mon style d'histoire, c'est pas du tout mon style de rythme d'histoire que j'aime. Et pourtant, je me suis vraiment accrochée à fond à ces 2 mecs. Et je me suis vraiment prise au jeu, quoi. Et du coup, je l'ai fini. On a mis 1 heure, j'ai dû le finir en 3 heures, quoi. Donc aller, retour et 1 heure au camping. Et je l'ai dévoré. Je l'ai vraiment dévoré parce que j'avais envie de savoir pourquoi ces 2 mecs vont peut-être mourir. Est-ce qu'ils vont rester ensemble? Est-ce qu'ils vont se séparer? Est-ce qu'ils vont trouver leur vérité chacun de leur côté? Je sais pas. Mais ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Il fait 326 pages, donc c'était vachement
Ouais, c'était très bizarre comme très bonne lecture. Une très très bonne lecture, très bizarre, parce que ça correspond pas du tout à mes goûts. Et du coup, bah, c'était une excellente surprise. Ensuite, j'ai lu un petit livre que j'ai acheté du coup pendant les vacances. On est allé visiter les grottes Chauvet, grotte Chauvet 2 en Ardèche. Et du coup, dans la boutique souvenir, je me suis dit, bah, j'aimerais bien m'acheter un petit livre parce que ben, je sais que je vais finir Satan était un ange ce soir, donc il me faut quelque chose pour le retour. Et du coup, je me suis pris celui-là, Les Héritiers des Muses. Il faisait beaucoup parler hein, sur Gulfstream, éditeur du coup. Ils en faisaient pas mal de com tout autour. Et puis Johan Elliott est un auteur qui est quand même assez connu. Et à l'époque, j'avais pas trop vu l'intérêt de me plonger dedans. Mais une fois avoir visité les grottes, une fois que j'ai connu l'histoire, et ben je me suis dit, ben en fait, ce serait vraiment un bon moyen de repartir avec quelque chose qui me remémore la visite des grottes, parce que l'histoire va se passer dans les grottes dans lesquelles on a fait la visite. Mais avec ce côté magique parce que c'est toute une famille qui ont des artefacts magiques comme des amulettes qui leur permettent de revenir soit dans le passé, soit d'aller dans le futur, rencontrer des artistes. Et du coup, ici on va se retrouver dans les grottes de Chauvet pour rencontrer les artistes qui ont peint ces parois dans les grottes. Et du coup, on va vraiment apprendre plein de choses sur les grottes de Chauvet. J'ai trouvé que c'était une très très bonne façon de faire connaître l'histoire à travers la magie pour les petits. Il est pas très gros, il fait 180 pages avec un très très beau dossier documentaire à la fin. Et ça va parler aussi de la grotte Cosquet, que je ne connaissais pas, qu'on n'a pas visité, donc ça parle de 2 grottes différentes. Mais voilà, c'est vraiment un très très bon moyen de faire découvrir la préhistoire, de faire découvrir la préhistoire, de faire découvrir la manière dont nos ancêtres peignaient, s'exprimaient, imaginaient les choses, donner du sens à leur vie, donner du sens aux choses qui se passaient autour d'eux. Voilà, c'est trouvé que c'était une magnifique histoire, vraiment très très belle surprise. Et celui-là, je le garde précieusement parce que je me dis que plus tard, si mon fils, je sais pas s'il a 2 ans et demi, il se souviendra qu'il a visité les grottes de Chauvet, mais je lui dirai, écoute, voilà, quand tu avais 2 ans, tu as visité ces grottes, si tu veux voir ce qu'on a vu avec papa, tu peux lire ce roman. Parce qu'en plus, il y a de magnifiques illustrations et c'est vraiment très très fidèle à tout ce qu'on a vu, quoi. Voilà, ces ours des cavernes, on les a vraiment vus. Cette paroi aussi était vraiment magnifique. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon souvenir de cette visite. Ensuite, j'ai lu une BD que j'ai reçue en service presse, du coup, qui est Les Woods. Hop, juste, je fais ça. Qui est un service presse, du coup, que j'ai reçu via NetGalley. Merci encore à la maison d'édition. Donc, Les Woods, c'est une histoire que j'ai bien aimée, mais qui ne m'a pas non plus énormément marquée. On va suivre des enfants qui vont se retrouver un petit peu livrés à eux-mêmes parce que leurs parents travaillent. Ils vont jouer dans dans leur jardin et la plus petite des 3 va se perdre dans un espèce d'arbre gigantesque. Les 2 grands vont la suivre et vont atterrir dans un monde parallèle, peuplé de petites créatures magiques, et ils vont se retrouver en plein milieu de la fête du printemps, et ils vont devoir aider l'un des créatures qui vont croiser, pour tenter de sauver leur petite sœur. Voilà. C'est mignon, c'est un premier tome, je vois pas ce que pourrait donner la suite, vraiment, ça donne... Je sais pas du tout, je me suis pas projetée, parce que ça m'a pas tant marqué que ça, mais c'était sympathique. Ensuite, j'ai lu 47 Allées du lac de Peter James. Donc après avoir lu Le Crime Parfait, j'avais envie de continuer dans la plume de Peter James. Et donc du coup, j'ai lu 47 Allées du lac qui là aussi m'a bien tenu parce que là aussi, c'était quand même assez plat. Il y avait des événements paranormaux, des apparitions, des bruits, des trucs un petit peu bizarres, mais je me sentais un peu comme si je regardais Desperate Housewives parce que on avait vraiment cette ambiance de résidence où les voisins critiquent les voisins ziotent chez les autres, ils se critiquent l'un l'autre, et puis on est vachement dans les histoires de couple, dans le passé du couple, etc. Et vient par-ci par-là quelques petits événements paranormaux jusqu'à qu'après on arrive vraiment à un final
qui dépasse un peu nos attentes, faut le dire. Mais du coup, j'ai trouvé vraiment très original pour tout ça, parce que c'est pas forcément là non plus le rythme que j'aime, le genre d'histoire que j'aime, mais du coup là je me suis alpagué mes petits personnages et je me suis prise au jeu d'en savoir un peu plus sur leur vie. Et puis, le découpage aussi faisait que c'était très addictif. On a des chapitres très très courts. Les chapitres sont en fait les jours qui défilent. Donc, si vous voulez, le chapitre 6, le chapitre 28, c'est le 16 décembre. Et puis le 29, c'est toujours le 16 décembre. Et puis, le 31, eh ben, c'est le 17, etc., etc., jusqu'au Nouvel An. Parce qu'en fait, on va suivre toutes ces personnes pendant les vacances de Noël. Jusqu'à Noël. Et, enfin, c'est même avant les vacances de Noël. Ouais, du 20 octobre à fin décembre. Donc avec cette ambiance très automnale, très pluvieuse, sombre, de la brume, etc. Et puis surtout, du coup, c'est des jeunes gens qui vont se débarrasser de leur appartement qu'ils avaient en location pour acheter une maison dans un nouveau lotissement qui contient 3 lots. Et puis pour l'instant, ils ne sont que 2 habitants, enfin deux couples qui habitent dans cette résidence, donc ce qui est un petit peu bizarre. Et puis surtout, il y a toute une histoire autour de la maison dans laquelle ils habitent, qui est une quasi-réplique de l'ancienne maison qui a été abattue. Et cette ancienne maison avait un petit peu un passif lourd. Et puis voilà, il y a plein de choses qui se passent dedans, avec tout ce petit descriptif. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé la plume de Peter James dans Le Crime Parfait et dans 47 Allées du Lac. Donc, je pense que je pars plutôt gagnante pour l'autre livre que j'ai de cet auteur dans ma pile à lire, qui est La Maison des Oubliés, que je vais lire là pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais j'ai aussi dans ma pile à lire de Peter James, La mort leur va si bien. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais là, pour l'instant, c'était bien. Ensuite, j'ai lu Le Collège Dreadwood, le premier tome, là aussi en emprunt au boulot. Donc un petit horreur jeunesse où on va suivre une bande d'ados qui ne se connaissent pas, ou du moins qui ne s'apprécient pas plus que ça, qui vont se retrouver tous les 4 en colle un samedi matin avec leur prof du coup, et puis ils vont se rendre compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent sous l'école, des arachnides. Voilà, donc si vous n'aimez pas les araignées, si vous êtes phobique des araignées, ne lisez pas cette histoire parce que vraiment, il y en a beaucoup partout. C'est vraiment les personnages principaux de l'histoire, ces araignées. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal. J'ai vu qu'il y a un tome 2 qui va sortir, donc pourquoi pas le lire aussi, mais peut-être pas me l'acheter. Mais voilà, c'était sympa, un petit horreur jeunesse. C'était plutôt bien fait dans l'ensemble. Les personnages étaient cool à suivre. Il y avait pas mal d'humour quand même, grâce à un des personnages. Des liens se créer, voilà, c'est vraiment sympa, mais je veux dire, ça reste au même niveau qu'un bon Chair de Poule, un bon Bureau des histoires étranges, enfin voilà, toutes les séries d'horreur jeunesse que l'on connaît, voilà, sauf que là, vraiment, faites attention si vous n'aimez pas les araignées. Ensuite, j'ai lu La Boutique des Ténèbres, là aussi que j'ai reçu en service presse via NetGalley, qui est en fait un petit recueil de, je sais même pas si on peut dire des nouvelles, parce que c'est vraiment 2-3 pages, quoi, et c'est assez écrit gros, donc c'est vraiment un livre jeunesse pour les 7-8 ans, là, vraiment. Et donc du coup, on va suivre dans une ville, une boutique bizarre, et des enfants vont acheter des choses, et puis il va se passer des choses une fois qu'ils auront acheté leurs trucs. Voilà, Boutique des Ténèbres, parce que c'est soit il leur arrive des choses bien, soit il leur arrive des choses pas bien. Donc voilà, c'est là aussi un livre qui est très sympa, je trouve, en plus magnifiquement illustré, en pleine page, quasi à chaque fois. Mais là aussi, je me l'achèterai pas, parce que quand même, ça fait assez peu de contenu pour le prix proposé. Donc là aussi, je pense que en emprunt, c'est bien. Plutôt que de l'acheter, je me l'achèterai pas, mais c'était plutôt pas mal, voilà, je l'ai lu, je crois, en 25-30 minutes. Mais en tout cas, pour les petits, c'est bien. C'est bien, je pense que c'est même mieux que des chairs de poule pour les premiers. Voilà, c'est assez simple, facile d'accès, et puis assez quand même frissonnant.
Ensuite, j'ai lu Comment tuer la vilaine, le tome 3. Donc là aussi, j'aime toujours autant cette histoire, hein, notre jeune héroïne qui se retrouve plongée dans un roman à la place du personnage que tout le monde déteste. Et puis, elle essaye toujours de s'en sortir, sauf que là, elle rentre vraiment dans un côté très stratégique, très manipulatrice, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que le tome 4 ne tardera pas à sortir. Je ne sais pas en combien de tomes cette histoire va être. Je crois que j'avais lu en 7 tomes, série en 7 tomes. Donc voilà, on est quasi à la moitié, donc j'espère que ça va bien se développer dans la suite. Mais j'espère que ça va pas trop tarder parce qu'il y a beaucoup de webtoons qui sortent en même temps et j'espère que ça sera pas trop tard comparé à la sortie du tome 3. Mais voilà, j'ai bien aimé, j'apprécie de plus en plus notre héroïne Eris et surtout son chevalier, que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai lu Animal Jack, le tome 10, qui est juste là parce que c'est mon mari qui l'a sur sa table de nuit. Animal Jack, c'est toujours aussi plaisant de lire Animal Jack, qui est le Karavak, qui est en fait un petit garçon qui ne parle pas, mais qui a la possibilité de se transformer en toutes sortes d'animal connu que l'on connaît, et ensuite ses aventures. Et là, en fait, il va accompagner des amis lors d'un voyage pour essayer de débusquer une panthère des neiges et en faire des photos. Sauf que pendant ce voyage, ils vont découvrir une forêt primaire. Et du coup, va s'en suivre quelques petites aventures dans cette forêt primaire. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'était très sympa, d'autant plus qu'à la fin, on a toujours un petit dossier documentaire qui va résumer toutes les notions scientifiques que l'on va aborder dans l'histoire. Et du coup, là, ce petit dossier documentaire parlait des forêts primaires. Et du coup, j'ai vraiment très apprécié ça parce que je me suis couchée un peu moins bête après la lecture. Et je trouve que c'est une série BD qui est vachement très bien faite et que je continuerai à suivre ad vitam aeternam. Ensuite, j'ai lu La mort en blanc de Ragnar Jonasson. J'ai pas beaucoup lu de policiers scandinaves, mis à part l'île de Yule. Mais du coup, là, je suis vraiment tombée amoureuse de la plume de Ragnar Jonasson. Vraiment, je me suis amourachée de cette histoire qui se passait sur une double temporalité. Et je l'ai recommandé dès que je l'ai fini. Je suis retournée au boulot et puis je l'ai refourgué à un adhérent pour lui dire il faut que vous lisez ça si vous aimez les policiers. Et vraiment, je me suis amourachée de cet auteur et du coup, je me suis acheté Snorjn et Nat, ce qui est les 2 premiers tomes d'une série d'enquêtes. Et La mort en blanc est en fait un one-shot. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire qui va se dérouler une partie en 1983, en plein milieu d'un sanatorium qui a servi à guérir les patients atteints de la peste blanche à en Islande. Je sais plus le nom du village, parce que bon, les noms islandais c'est quand même bien compliqué. Et puis en 1983, il sert plutôt d'hôpital de recherche, de centre de recherche pour l'hôpital de Reykjavik. Et vous m'excuserez. Et puis en 1983, du coup, un meurtre a lieu, 2 meurtres, et puis on passe à autre chose, l'affaire est close. Sauf qu'en 2012, on va suivre Helgi, ou Helgi, je sais pas comment on dit, qui est un criminologue qui fait un mémoire, et il a décidé de faire son mémoire sur ces fameux 2 meurtres qu'il y a eu dans ce sanatorium. Au début, il dit qu'il ne veut pas déterrer cette affaire, et puis au final, de fil en aiguille, à force de parler aux gens qui ont été témoins de cette époque, il va de force remettre à nu cette histoire, et puis voilà, on va suivre cette enquête. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, du coup, cette double temporalité, mais j'ai beaucoup aimé aussi le fait d'avoir le point de vue de tous les personnages quasi. Donc j'ai énormément aimé cette façon d'écrire. Je sais pas du tout ce que ça va donner Snorjn et Nat, mais en tout cas, si c'est écrit de la même manière, ça peut que me plaire. Ensuite, j'ai lu La mort en face de Philippe Boxeau. Ça faisait un petit moment que je voulais découvrir ses écrits parce que d'habitude, je regarde plus que ce que je lis ses interviews. Et puis au boulot, voilà, on a eu le livre, du coup je l'ai emprunté, je l'ai lu. Plus ou moins linéairement. Il y a des histoires qui m'ont plus alpagué que d'autres, donc c'était une lecture un petit peu plus libre.
Et surtout parce que je l'ai conseillé aussi à ma belle-mère, donc je voulais pouvoir partager une lecture avec elle. Et donc du coup, j'ai bien aimé cette façon d'écrire, cette manière de vulgariser ce métier et cette façon de rendre les choses un petit peu plus humaines, je dirais, un peu plus vraies, je sais pas. La manière dont Philippe Boxeau parle de ces choses-là est assez familière, on va dire, et on se sent... je sais pas, c'est pas quelque chose de froid ou quelque chose de très distant. Et du coup, j'ai vraiment apprécié cette histoire c'est ces histoires-là qui se lisaient aussi bien que si on lisait un policier. Parce que du coup, il va vraiment mener l'enquête. Donc, c'était vraiment aussi bon que si on lisait un bon policier. Et du coup, je pense que je lirai d'autres de ces livres petit à petit. Mais je pense me les acheter là plutôt pour vraiment avoir le temps de le lire un petit peu en piochant. Voilà, pas le lire d'une traite parce qu'on est obligé de le rendre à un moment donné. Voilà, peut-être que je les piquerai à ma belle-mère au final parce qu'elle, je crois qu'elle en a pris 3. Donc je pense que je lui piquerai. Ensuite, j'ai lu la BD Son odeur après la pluie, une très très belle BD, attention aux émotions. On va suivre un homme qui est seul et qui va décider de se prendre un compagnon et qui va se prendre du coup un bouvier bernois. Et on va suivre la vie de ce jeune homme avec ce bouvier qui va lui apporter joie et bonheur, mais aussi d'autres personnes dans sa vie. Donc ça va être une BD qui est très très touchante, qui est adaptée d'un roman. J'avais pas forcément envie de lire le roman, j'avais vraiment envie d'avoir le visuel, donc j'attendais que la BD soit dispo dans l'une des bibliothèques que je fréquente, pas forcément au boulot, d'ailleurs au boulot on l'avait pas. Et j'ai été quand même très très touchée par cette histoire, d'autant plus que mon mari et moi, enfin surtout mon mari, qui a grandi avec un bouvier bernois, on a été, moi j'ai été secouée par cette histoire parce que j'ai connu un peu tout ce que traverse notre personnage. Et du coup, voilà, attention aux émotions. Ensuite, j'ai lu Fantasma de Kelly Smith, le premier tome, en emprunt aussi, je l'ai lu en une journée, et quelle claque. Je l'ai beaucoup beaucoup aimé, peut-être que ce serait un coup de cœur en vrai, avec le recul, maintenant que je l'ai lu samedi, on est lundi, je pense que c'est un coup de cœur, parce que j'ai du mal à me la sortir de la tête quand même, l'histoire. Et à la base, ce livre, on avait un petit peu des a priori parce que sur les réseaux, beaucoup disaient qu'il y avait énormément de smut, que ça n'apportait rien à l'histoire. Voilà, c'était un petit peu ce qu'on disait, qu'on perdait un peu le côté Dark Academia avec les épreuves, etc., etc. Du coup, c'est un peu pour tous ces mauvais côtés qu'on a mis en avant que moi je l'ai lu. Et au final, le smut arrive quand même assez tardivement. Donc une bonne moitié du roman, c'est quasi que la Dark Academia, que des histoires de magie, de nécromancie, d'esprits, de fantômes, de relationnel entre deux sœurs, des histoires de famille, vraiment plein de choses, très très sombres. J'ai adoré cette ambiance. Et ensuite, oui, il y a un personnage qui va se rajouter dans l'équation. Il va y avoir, en vrai, il va y avoir 4 scènes de smut. C'est tout. Et franchement, dans Hadès et Perséphone, il y en a 6 fois... Enfin, dans Hadès et Perséphone, il y a 6 fois plus de smut que dans Fantasma. Et dans Hadès et Perséphone, ça ne servait strictement à rien. Vraiment. Là, dans Fantasma, les scènes de smut, c'est vraiment des scènes qui vont à la fois être des... J'ai qu'une semaine à vivre, ça se trouve, je vais mourir demain, autant en profiter. Et donc, un petit peu ce côté carpe diem, mais il y a aussi le truc de... les épreuves sont horribles. Et j'ai beaucoup aimé ce système-là, d'ailleurs. Et les épreuves sont horribles. J'ai la chance de pouvoir me faire kiffer, de passer du bon temps après avoir vu des nombreuses morts face à moi. Et je le fais, parce que ça me fait du bien, parce que ça me ressource, ça m'empêche de perdre la tête et tout. Donc non, ça ne desservait pas l'histoire. Vraiment, c'était en concordance avec ce que nos personnages vivaient. Et puis... vraiment, je comprenais totalement le fait de tu sais pas si tu vas mourir demain, il y a un garçon qui te plaît, il y a vraiment quelque chose de bien qui se passe entre vous. Pourquoi on interdirait des scènes de smut, ou on interdirait aux personnages de se sentir libres de faire ce qu'ils veulent,
parce que ça pourrait desservir l'histoire. Non, pas du tout. Je trouvais que c'était logique dans leur relation et dans les épreuves qu'ils traversaient, quoi. Et puis, du coup, je vous parlais des épreuves, du coup, Fantasma, deux sœurs, leur mère disparaît, il y a des problèmes de dette, il y a des secrets de famille, l'une des deux sœurs, la plus jeune, du coup, disparaît, et la grande sœur va partir à la recherche de sa petite sœur. Et elle va se rendre compte qu'elle s'est rendue à Fantasma. Fantasma, c'est un manoir dirigé par des diables qui se téléportent à travers le monde entier. Et là, ils se téléportent à la Nouvelle-Orléans, là où les deux sœurs sont. Et dans ce manoir, tout le monde peut entrer, peut tenter sa chance parmi les 9 épreuves. Et en fait, si vous réussissez les 9 épreuves, si vous êtes le seul, vraiment c'est un peu comme les Hunger Games, hein, il n'en restera qu'un, celui qui gagne Fantasma pourra demander la faveur qu'il veut au prince des diables. Et du coup, notre héroïne pense que sa sœur est allée là-bas pour essayer de récupérer du pognon et payer les dettes de la famille. Et donc du coup, elle va essayer de la sauver, elle va aller elle aussi dans Fantasma. Et du coup, on va suivre son parcours dans Fantasma, ses déboires parmi les épreuves, comment elle va se débrouiller là-dedans, comment aussi elle va se débrouiller avec ses nouveaux pouvoirs de nécromancienne. Vraiment, il y a énormément de choses qui sont vachement bien développées et qui étaient vraiment très très bien à suivre. Chacune des épreuves correspondait à un vice. Donc on avait l'épreuve de la luxure, l'épreuve de la gourmandise, l'épreuve de l'avarice, l'épreuve de plein de choses. Enfin des 9 et les 9 péchés capitaux, quoi. Donc les 9 épreuves. Ou les 7 péchés capitaux, je sais plus. Bref. C'était vraiment super bien. C'est très axé sur les enfers, donc l'ambiance est vraiment très dark. Et c'était super plaisant. Tout était bien calculé, tout était bien dosé. Et pourtant, il faisait plus de 500 pages. Et me connaissant, si c'était vraiment pas bien, j'aurais abandonné au bout de 150 pages, quoi. Mais là, vraiment, c'était vraiment super bien ficelé et tout. Donc, très très bon. En plus, cette histoire-là est un one-shot. Le deuxième tome est en fait dans la même vibe, mais on va se concentrer sur Geneviève, donc la petite sœur qui a été à l'origine de l'histoire du premier tome. Mais sinon, Ophélia, normalement, je crois qu'on ne la verra pas dans le deuxième tome, parce qu'elle a eu son histoire à elle dans le premier tome. Donc c'était vraiment chouette. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et là, pour le coup, si le tome 2 sort, je pense que je pourrais me l'acheter. Parce que Geneviève, je l'ai beaucoup aimée. C'est vraiment la sœur badass, je dirais, qui va un petit peu libérer sa grande sœur Ophélia de tous les carcans qu'elle s'était mis. Donc voilà, très bonne histoire. Foncez vraiment, ne vous fiez pas trop à ce qu'on vous dit au niveau du SMET. Il y a vraiment... Vraiment, tout est pour tout, il doit y avoir 4 ou 5 scènes de smut, quoi. Après, c'est vrai que c'est quand même hyper détaillé. Il y a vraiment tous les détails qu'il faut et tout, hein. Mais, voilà, si vous avez lu Hadès et Perséphone, ou si vous avez entendu parler d'Hadès et Perséphone, sachez que Hadès et Perséphone, c'est pire que Fantasma. Vraiment pire, hein. Je les ai lus, c'est pire. Donc voilà, écoutez, ensuite, il ne restera plus qu'une seule lecture, qui est Horror City. Là aussi, un petit livre jeunesse qui est plutôt pas mal, qui s'est fait attendre quand même. Donc c'est vrai que je l'avais un petit peu perdu de vue, parce que normalement il devait sortir début juin, et je l'ai eu là que fin août. Donc Horror City, on va suivre une bande de jeunes, très compliqué à suivre au début, parce qu'il y a énormément de personnages, avec des personnalités très différentes, rien qui les relie vraiment, donc c'était un petit peu compliqué au début de l'histoire de se retrouver parmi tout ce monde. Et en fait, par ennui, pendant les vacances d'été, ils vont se lancer dans le fait de faire de l'urbex dans une ancienne station de radio. Et puis, ils sont enfermés là-dedans, il va y avoir une créature un petit peu bizarre. Et moi, ce qui m'a un petit peu déplu, c'est que vraiment... Bon, c'est un premier tome, hein, apparemment, on nous dit à suivre, mais j'ai pas tant accroché que ça au personnage, j'ai pas tant accroché que ça à l'histoire, parce que on nous donne 1 million de pistes, et puis au final, on va vite à la conclusion, et puis on nous laisse avec toutes nos questions et nos réponses. Toutes nos questions, plutôt sans réponse. Donc, je sais pas si je lirai la suite, hein, vraiment. Vous voyez, là, à la fin, ils disent à suivre, mais vraiment, je sais pas si je lirai la suite, parce que il y avait quand même quelques trucs qui étaient
mal ficelé. Et puis même au moment des actions, c'était super dur de savoir qui faisait quoi au moment de l'action, qui tapait qui sauvait qui se faisait mal. C'était vraiment très très fouillis. Donc très dommage. Très dommage, mais j'aimerais vous dire que le collège d'Edgewood était mieux que Horror City, donc je pense que celui-là, il va rencontrer une autre famille. Donc voilà, au niveau de cette deuxième date lecture du mois d'août, en ma foi, de très très bonnes lectures quasi. Seul point noir, c'est un petit peu voilà les BD qui m'ont pas tant plu que ça. Voilà. Mais bon, au niveau des romans, je me suis vraiment éclatée. Donc voilà, et puis le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous n'avez pas vu encore ma palle, vous pouvez y aller. Il y aura encore que de meilleures lectures, je suppose. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.